Salut à toi, je suis Xavier Andignac, révélateur de puissance intérieure et lors de mes interviews, je discute avec une ou un entrepreneur inspirant. Et aujourd'hui, je souhaiterais aborder le thème du dépassement de soi. Pour répondre à ce sujet, j'ai invité Nicolas Elzéar, qui est préparateur mental. Et je lui ai demandé aujourd'hui de partager son expérience euh, qu'il a eue lors d'Ironman. Donc, salut Nicolas, Salut Xavier. merci beaucoup d'avoir Je suis, Euh, merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. écoute, je suis ravi de pouvoir partager ça avec toi. On a toujours des conversations intéressantes et passionnantes au sens de l'émotion avec toi. Et donc, c'est vraiment un plaisir de partager ça avec toi. Et on s'était vu à une époque, il y a quelques années, où en fait, je vous partage ça avec Nicolas. J'avais fait une immersion d'un week-end où notamment on avait fait une immersion dans de l'eau gelée et c'était un Dans la vrai glace, tu peux dire. dans la glace. C'était un vrai week-end de découverte émotionnelle et qui m'a vraiment aidé aussi, moi, pour me développer aussi, pour reprendre confiance en moi. Donc, on va aborder ce sujet de dépassement de soi qui va être très intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, Nicolas, te présenter rapidement pour qu'ils aient le contexte de qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Allez, exercice toujours difficile de savoir qui je suis. C'est une recherche constante, mais À plusieurs pour vies? faire Pour faire simple, donc j'ai 50 ans, je suis papa de 4 enfants, c'est ma plus grande et belle réussite dans la vie. J'ai un passé de sportif de haut niveau. Dans ma jeunesse, j'ai fait du triathlon, puisque je suis originaire d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. C'est un des berceaux du triathlon en France. Donc j'ai fait les championnats d'Europe, championnats du monde jusqu'à l'âge de 24-25 ans. J'étais semi-professionnel. Et puis après, en parallèle de ça, j'avais fait des études de sciences économiques, honnêtement plutôt pour suivre ma bien-aimée de l'époque que par passion de la science-économie. Mais ceci dit, la science-économie, si tu veux, c'était… En fait, on étudie la psychologie des gens dans l'achat, dans l'épargne, etc., sous forme d'équations. Donc, c'était, sans le savoir, quelque chose qui déjà parlait psychologie, mais d'une manière rationnelle et logique, quoi. Comment on rentre dans des mathématiques, la psychologie. Après ça, j'ai dû simplement gagner ma vie et comme j'étais intéressé par le sport, j'ai travaillé à Decathlon. Là, le plaisir de partager mes passions, le vélo, le ski. Donc, mon directeur disait que quand je vendais des paires de skis, les clients avaient de la poudreuse qui sortait du nez et des oreilles, tu vois, parce que j'étais passionné par ce que je faisais. J'ai rapidement gravi les échelons jusqu'à me retrouver directeur du siège international de Decathlon à Lille. Donc, c'était très riche, très passionnant. Et là, j'ai été coaché en entreprise par un coach en entreprise. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire. Depuis tout jeune, tu vois, je voulais faire entraîneur ou machin. Je voulais aider les athlètes, mais je savais que c'était pas juste par le fait de l'entraînement sportif, c'était autre chose, quoi. Ouais. Et donc, en 2000, enfin à peu près 2000, au début des années 2000, j'ai fait une reconversion personnelle parce que j'ai divorcé, professionnelle, sur moi, gros travail, développement personnel sur moi, etc. Et donc, j'ai entamé un travail de préparateur mental, donc depuis 2003. Pour faire simple, pendant une dizaine d'années, plutôt orienté sur les entreprises. Et puis, en 2009, je gagne très très bien ma vie. Mais j'ai arrêté de faire du sport, donc j'ai pris 25 kilos. Je faisais plus de 100 kilos. Deux, je passais mon temps sur les routes et je voyais plus mes enfants, ma famille, alors que c'était mon cœur de truc, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, Nico, c'est bien d'enseigner des choses, mais ça serait bien de les appliquer sur toi, quoi. Enfin, évidemment, je les appliquais sur beaucoup de choses, mais sur certaines choses, j'avais une zone aveugle que j'avais plus voulu voir. Donc là, je suis revenu à une citation qu'on connaît sûrement tous, plus ou moins, même si on ne sait pas bien qui l'a dit, mais qui dit fais de ta passion un métier et plus jamais ta vie tu ne travailleras, quoi. Hmm. Ouais.
Et par Donc, contre, dans ce que tu as dit, là, tu as eu un déclic. Est-ce que c'est juste comme ça une prise de conscience ou il y a eu un déclic par la famille, alors, tu sais, dans les belles histoires qu'on raconte, il y a toujours un super déclic. Donc, je voudrais te le raconter parce que c'est celle que je fais en storytelling quand je vends mes euh, trucs, etc. C'est vrai qu'un soir, si tu veux, je rentrais d'un séminaire à Walt Disney. J'avais fait avec un grand groupe français. Et on avait fait le séminaire, le stage à Walt Disney, tu vois, j'avais coaché un parterre de personnes, 100, 200, des groupes de 100 personnes plusieurs fois, etc. Vraiment, c'est le truc qui te... Waouh, professionnellement, c'était génial. Je rentre, c'est la tombée de la nuit. Je rentre de Paris en Brun, il y a 8 heures de route, tu vois, donc c'est la tombée de la nuit. Même si j'étais fier de moi professionnellement, au fur et à mesure que le jour diminuait, j'avais une petite tristesse qui s'est installée en moi, tu vois, avec la fraîcheur, le froid. J'étais tout seul dans ma voiture et tout. Ma famille me manquait depuis 2, 3 jours. Et là, d'un coup, le téléphone sonne. Je vois que c'est ma femme, donc je décroche. Bon, au téléphone, à l'époque, on disait machin, mais bon, hein, ok. Et là, j'entends la petite voix de ma fille qui avait 3, 4 ans à l'époque, qui me fait: Papa, tu seras rentré pour quand je souffle mes bougies? C'était hmm. l'anniversaire de ma fille et j'étais à 300 bornes, machin, etc. Et là, je me suis dit, Nico, putain, tu gagnes bien ta vie, tu t'éclates professionnellement, c'est bien, mais tu es repassé à côté de quelque chose. Attention, c'était en 2009, c'est-à-dire que c'était mon deuxième mariage. Je m'étais déjà planté une première fois en 2000. Mon premier mariage, comme quoi, tu vois, des fois, les claques, il faut les prendre plusieurs fois pour comprendre. Donc, en fait, c'est un vrai cheminement, tu sais. Et puis, quand tu es prêt, la claque, tu en prends conscience et tu dis, là, j'agis. Puis, des fois, ben, tu n'es pas prêt, tu prends des claques, puis tu dis, oh, ça passe, et puis machin. Voilà. Donc là, en 2009, j'ai réagi et j'ai dit, maintenant, stop. Ma passion, c'est le sport. Quel sport? C'était le triathlon. Mais le triathlon, ça prenait trop de temps, etc. Je ne pouvais pas m'y remettre. Je me faisais mes 25 kilos de plus et tout ça, donc machin. Plutôt un sport porté. J'ai dit, allez, j'ai toujours adoré le vélo quand j'étais gamin, le Tour de France, etc. Je faisais du vélo pour le triathlon. J'ai dit, allez, je vais me développer sur Internet, mais à partir de ma passion. Et je vais aider des cyclistes à faire ça. Et puis, bon, tout ça a démarré, si bien qu'aujourd'hui, je suis préparateur mental. Je fais 90% de sportifs, pas que de cyclistes, tout type de sportifs, et plus que 20% d'entreprises. Et le tout à distance, comme ça me permet de rester chez moi le maximum. Je travaille 3, 4 heures par jour maximum. Le reste, où je fais du vélo, je m'occupe de mes enfants. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc, voilà, on va dire que depuis 2011, ma vie, elle est vraiment basée là-dessus. Et donc, depuis 2 ans, j'ai repris un entraînement plus qu'intensif pour me qualifier au championnat du monde master de 50 ans, et en triathlon et en duathlon. Voilà. D'accord. Et donc, c'est super. Et quand tu parles de triathlon, est-ce que à un moment, tu t'es mis à faire des Ironman pour te challenger, pour aller plus loin dans le dépassement de soi? Euh, c'est quoi ton histoire avec l'Ironman? Mon histoire, elle est double, si tu veux. Dans le sens où, quand j'étais jeune et que j'étais triathlète, euh, quand tu as une vingtaine d'années, je pense que tes choix sont beaucoup guidés par un ego qui a besoin de se rassurer mentalement, matériellement et socialement de ta valeur. Hmm. Donc, pour te rassurer, tu as besoin d'avoir plein de choses. Une belle voiture, une belle maison, une belle femme, une belle famille. Et tu te rassures que tu es quelqu'un dans la société. Euh, et donc, des choses qui te font aussi dire, oh, wow, tu as fait un Ironman, oh, wow, tu es au championnat de France, au championnat d'Europe, championnat du monde, wow, ouais, tu vois. Et donc, ce qui me poussait à l'époque, c'était relever un challenge supplémentaire parce que tu fais un triathlon, tu fais un court distance, puis un moyenne distance, puis un longue distance, puis un Ironman, et puis après le plus dur, et après, tu vois, voilà. C'est ça un peu l'idée du toujours plus. Et Mais c'est moi, une oui, forme de reconnaissance aussi, peut-être? oui. Ouais. Je cherchais la reconnaissance, bien évidemment, parce que je te dis, à 20 ans, c'est notre driver. Ouais. Et je pense que c'est même sain, parce que si tu veux, au début, il faut que tu te construises, donc tu bouffes, tu construis, tu as plein d'énergie à 20 ans, donc tu la dépenses dans tous les sens. C'est une bonne chose, ça te construit. Mais j'étais pris par cette logique qui, à mon avis, malheureusement, touche des gens qui ont largement dépassé la vingtaine et qui continuent dans la logique du toujours plus.
C'est-à-dire que j'ai la plus belle voiture, mais il me faut la plus d'options, la plus chère encore, le machin. Oui, J'ai une belle maison, mais attention, il me faut le truc avec automatique, oui, automatique et un machin, truc. J'ai une belle femme, mais il me faut une femme encore plus belle, alors je vais prendre une maîtresse. J'ai un bon job, mais je veux plus de responsabilités, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Voilà, la stratégie de toujours plus. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'on parlait de dépassement de soi et d'estime de soi. Pour moi, c'est extrêmement lié. D'accord. En préparation mentale, l'estime de soi, elle se construit par plusieurs choses, mais il y a une chose qui est importante, c'est le fait de poser des actions toujours un petit peu plus élevées. C'est clair. D'accord. Donc, on est un peu dans une logique du toujours plus. C'est sûr que si je suis capable de courir 10 km et que je cours toujours 10 km, eh bien, au bout d'un moment, je n'aurai plus de confiance en moi parce que je cours mieux ou plus vite. C'est parce que je vais courir 12 km, 15 km ou alors 10 km, mais de plus en plus vite, que je vais dire, waouh, je progresse. Et ça fait partie de mon estime. C'est une partie de l'estime, à mon avis, elle est fragile, mais elle est importante. On ne peut pas la nier. Si je développe un business, je fais 30 000 euros, c'est génial, je suis content. Mais si je reste à 30 000 euros tout le temps, il y a un moment où je ne vais plus avoir la même estime de moi. Alors qu'au début, quand je suis arrivé à 30 000 euros, waouh, putain, je suis le roi du monde, j'y suis arrivé. Bon, là, après, je suis arrivé à 60 000 euros, waouh, super. Mais après, c'est quoi la course en avant? C'est quoi la course en avant? Aujourd'hui, j'ai énormément d'entrepreneurs que je coach, hein, dans les 20% que je te disais, qui viennent me voir parce qu'ils ont cette problématique-là, quoi. C'est-à-dire que soit ils ont passé toute leur première année enfin, pas leur première année, mais la première phase de leur entreprise à essayer de développer toujours plus. Et soit ils ne sont pas arrivés, ils se cassent la gueule, soit ils y arrivent et ça marche très bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent jamais comment s'arrêter. La machine, elle s'est emballée et les mecs, ils sont à 600 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Et les mecs, ben, ils ne sont toujours pas contents, quoi. C'est comme un saut percé. Je remplis toujours plus, mais je ne suis toujours pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille de l'estime de soi. Et ils ont pensé qu'ils allaient combler cette phase uniquement sur l'aspect matériel et reconnaissance sociale. Donc le driver de 20 ans. Ils sont plus dans le faire avoir que dans le être. Exactement. Autrement dit, ils sont plus dans la confiance, enfin, par rapport à mon modèle à moi, ils sont plus dans la confiance en soi. Ce qui se construit. La confiance en soi, c'est ce qui me permet d'agir. Donc, je la renforce quand j'agis. Très bien. Mais sauf que l'estime de soi, c'est pas que de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est aussi, l'estime de soi, pardon, c'est aussi de l'amour de soi. Oui. Si je n'ai pas réglé ça, je peux m'acheter des bagnoles toujours plus grosses, toujours plus grosses, toujours plus grosses. Alors, j'ai l'impression qu'on m'aime ou que je m'aime parce que j'ai une plus grosse bagnole et une belle bagnole. Oui. Et la vérité, elle ne se trahit pas là. Je pense que ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais l'amour de soi, elle est vraiment au niveau du ressenti. Et je peux avoir une bagnole ou un iPhone 218. On n'est plus à l'iPhone 10, on est à l'iPhone 218. Eh bien, mon trou béant de l'amour de moi, il sera toujours là. Tu vois. Et donc, c'est comme s'il se trompait de bataille, tu vois. Et c'est pour ça que, pour revenir à l'Ironman, quand j'avais une vingtaine d'années, que j'étais compétiteur, etc., l'Ironman a comblé chez moi un besoin de se construire, poussé par l'orgueil et l'ego, qui, je pense, à cet âge-là, est utile, mais il faut à un moment avoir le recul. Donc, la troisième constituante de l'estime de soi, qui est la conscience de soi, être conscient de son mécanisme, pour se dire, aujourd'hui, à 50 ans, si je fais un Ironman, c'est plus le même moteur qui m'anime. C'est plus la même motivation. C'est autre chose. D'accord? Je suis plus dans l'orgueil, l'ego, de machin, etc. Non. On va plus revenir sur quelque chose de l'ordre du dépassement de soi par rapport à soi. Donc, on revient à quelque chose qui est plus sain, à mon avis, qui est de la notion du défi. Pour moi, un défi, c'est qu'est-ce que j'étais capable de faire? C'est quoi la marche juste au-dessus? Chiche que je fais la marche juste au-dessus. D'accord? J'ai été capable de courir 10 km? Ok, c'est 11. Et puis c'est 12, tu vois. C'est pas les gens qui te disent, ah, moi, tu as des gens, je te jure, c'est vrai. Ils se mettent à la course à pied. Au bout d'un mois, ils te disent, moi, je vais faire un marathon. Rien que ça, d'accord? Et quand ils courent 10 km, en un mois, ils arrivent à courir 10 km. Enfin, je veux dire, moi, ma femme, ça fait 1 an et demi que j'accompagne pour qu'elle court 10 km en pleine santé, avec essence, avec plaisir, tu vois. 10 km. Eux, en un mois, ils courent 10 km et ils te disent, non, mais attends, je suis nul parce que je ne fais pas un marathon. Tu vois? Ouais. Là, pour moi, ils ont un problème de surestime. Tu vois, les gens qui se mettent des objectifs tellement élevés qu'en fait, ils sont tout le temps en train de se dévaloriser ou de dévaloriser ce qu'ils font. Et ils pensent que c'est de l'humilité. C'est faux. Ce n'est pas de l'humilité.
c'est la surestime. Pour moi, ils ont une faille de l'estime parce qu'ils sont en surestime. Ils courent toujours après des chimères qui sont ultra élevées. Donc, ce qui fait que ils brûlent la vie, ils brûlent le temps, ils n'ont jamais le temps de rien faire, ils courent après tout, etc. Et en fait, ils profitent pas de la vie. Mhm. À 50 ans, ma façon d'aborder l'Ironman ou le triathlon est vraiment différente c'est un challenge personnel de moi vis-à-vis de moi. Et à chaque fois en me disant, OK, aujourd'hui, je suis là. Et tu sais, c'est dur. Hein, parce que quand tu as été sportif de haut niveau, que tu t'y remets 20 ans après avec des kilos en trop, les chronomètres et tout ça, c'est plus les mêmes repères. Quand tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je sais plus courir. Tu vois, moi, je courais en 33, 34 minutes le kilomètre. Je ne sais pas si les 10 kilomètres. Les Je ne sais pas 10. si ça te parle. Ah, Les ok. 10, ouais. Les 10, c'est pas mal, tu vois. Je courais fluide, j'étais bien. Là, quand je me suis remis, en 1 heure, j'étais essoufflé, je transpirais, on aurait dit un gros porc, et puis la douleur. Vraiment, moi, en course à pied, ce que j'adorais, c'est que je courais, tu sais, tu avais l'impression que tu bouffais les kilomètres et que tu sentais rien. Là, chaque pas était une douleur. Ça a été violent pour moi, tu vois. Hyper violent. Okay. Mais mon challenge, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à 1h2, 1h3, les 10 kilomètres. Bon, allez, vas-y. Cours, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta posture, dans ta position, dans ta foulée, dans ton alimentation et tout. Et petit à petit, j'ai progressé. Et quand d'un coup, tu regardes, je suis à 1h2 et je progresse à 1h1, tu dis, ouais, chouette. Mais quand tu es à 1h1 et tu dis, attends, je suis nul, je courais en 34. Non, mais attends, tu étais à 1h2. Et puis tu passes à 1h1. Tu as progressé. Tu étais une autre personne aussi parce que tu étais plus jeune, il y avait des conditions, des facteurs différents qui faisaient que tu avais cet autre chrono en fait. Exactement. Mais la préparation mentale nous apprend que ce qui nous touche, ce n'est pas la réalité, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et tu vois, tu vas voir des gens qui vont être dans une réalité virtuelle basée sur leur passé, en disant, je courais en 34, courir en 1h1, j'ai gagné 1 minute, c'est nul. Tu vois, tu as des gens qui sont dans une espèce de futur imaginaire en disant, ouais, mais moi, je me mets à la course à pied et je vais faire le marathon en 3 heures. Donc, je cours en 1h1, je suis nul. Puis, tu as ceux qui vont être dans le moment présent, de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis en 1h2. OK. Et qu'est-ce que je peux améliorer? Je cours, je suis en 1h1. J'ai progressé. Auto-valorisation, estime de soi, et c'est parti. Et mon approche aujourd'hui de l'Ironman, je la vois plutôt comme ça, et j'essaie d'aider les gens, alors en respectant que chacun est à son niveau de développement, tu vois ce que je veux dire, hein, à 20 ans, encore une fois, on cherche de l'ego, se construire, etc. Moi, c'est OK. Mais j'essaie de montrer aux gens que, attention, c'est bien de se lancer des défis, c'est même bien d'avoir des rêves un peu ambitieux, mais il faut le mettre à la place où il est. Un Ironman, je peux me mettre au triathlon et je peux me dire, mon rêve, c'est de faire un Ironman. Génial. Est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les distances de l'Ironman, juste pour que les gens sachent ce que c'est, parce que ce n'est pas une discipline qui est accessible au commun des mortels. Donc, juste pour recadrer ce qu'est l'Ironman. Alors, l'Ironman, c'est un triathlon, donc un enchaînement de natation, vélo, course à pied. En natation, on commence par 3,8 km de natation. En vélo, on fait 180 km de vélo. Et en course à pied, 42 km. Et aujourd'hui, la plupart des championnats du monde, longue distance, se courent en fait sur des half Ironman, d'accord, qui sont 1,9 km en natation, 90 en vélo et un semi-marathon, 21 km à pied. Donc, il faut. Voilà. La référence, c'est le triathlon d'Hawaï, qui fait l'Ironman d'Hawaï, d'accord, donc qui fait les distances que j'ai dit tout à l'heure. 3,8, 180 et 42 à Hawaï, donc très chaud, sur la lave du volcan et avec une route qui est ondulée, beaucoup de vent, donc extrêmement dur. Et puis, il y a les meilleurs du monde, donc ça va très vite. Et puis, en France, il y a 2 triathlons qui font référence. Le triathlon d'Embrun, là où j'ai vécu, parce qu'il est en montagne, donc très dur. Les 180 km, c'est les mêmes, mais sauf qu'il y a beaucoup de dénivelé. Voilà. Et Nice, qui est un peu le Hawaï français, c'est-à-dire que c'est là où il y a les meilleurs du monde qui viennent. Ça va très, très vite. Et puis, bon, il y a la Côte d'Azur, c'est beau, etc. Et puis, l'arrière-pays, c'est un peu quand même vallonné aussi. Voilà. Après, il y a des tas de triathlons. Voilà. Donc, c'est vrai que faire le triathlon, c'est relever un vrai défi.
Mais comme dans la vraie vie, si tu veux, comme réussir une boîte, pour moi, c'est comme un triathlon, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un défi du genre se plonger dans l'eau glacée, tu vois. Se plonger dans l'eau glacée, c'est un défi où quand tu l'as fait, tu dis putain, j'étais capable de le faire alors que je pensais que c'était impossible. D'accord. Et ça aide à péter les croyances qu'on peut se donner. Comme Ouais. marcher sur le feu, tu sais. Moi, j'ai marché sur le feu avec Anthony Robbins. Tu as un mur. Non, tu marches sur le feu. Ouais. Quand tu le fais, tu te dis c'est génial. Mais tu te prépares, tu le fais, ça dure quelques secondes. Au Voilà, pire, c'est ça. Ouais. nager dans l'eau glacée, et après, c'est terminé, quoi. Oui. Un Ironman, c'est 12 mois de préparation. Et après, l'épreuve, c'est 10, 15 heures selon le niveau, tu vois. Donc là, ça correspond à monter une boîte, quoi. Monter une boîte, c'est pas juste le truc, clac, ça y est, c'est fait. Non, Ouais. c'est long, c'est dur. Tu tombes, tu penses que c'est fini, tu vas pas y arriver, tu t'alimentes, tu te relèves, etc. Bon. Donc, la métaphore, elle est intéressante. Elle est intéressante. Et justement, aujourd'hui, personne n'envisagerait de faire un Ironman sans préparation. Eh bien, je pense que, et tu vois, je te l'ai dit, hein, c'est grosso modo 10 heures d'effort, 12 mois de préparation. OK. Ben, quand on monte une boîte, il faut se dire c'est cette proportion-là, quoi. C'est-à-dire que la course de 10 heures, c'est je monte une boîte. Il faut savoir que monter une boîte, on sait, hein, c'est 2, 3, 4 ans difficiles, au moins. Et puis, il ne faut pas se dire après, c'est un long fleuve tranquille, c'est trop bien. Non, après, tu vas avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, des beaux. Oui. Moi, je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années. Et puis, j'accompagne les entrepreneurs. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas une entreprise qui a une ascension comme ça. Ouais, bien sûr. On a tous lu les biographies de Elon Musk, de je ne sais pas quel chef d'entreprise qui a super réussi, on dit c'est fabuleux. Si tu regardes, c'est des hauts et des bas. Et Ouais, bien la sûr. force d'un sportif, en triathlon comme en boxe, c'est pas tellement de donner des coups, c'est de savoir encaisser les coups. Et en entraînement, des déceptions, pendant une blessure, d'un coup, tu t'es dit c'est chouette, voilà, je vais pouvoir travailler ça. Là, j'ai un copain, on a travaillé en course à pied pour retrouver justement ma foulée, etc. On fait des éducatifs, des exercices, c'est génial, tu vois. Mais hop, tu fais ça, et puis tu te blesses, donc du coup, allez, 3 semaines d'arrêt, machin. Comment tu gères ça? C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est là où le mental est important. Et la notion de dépassement, comme on parlait, et d'estime de soi, elle est très importante. Parce que si tu fais ça que pour le résultat, et pas pour toute la préparation qu'il va y avoir, le voyage, d'accord, ben, c'est clair que tu dégrades l'estime de soi. Donc moi, tous les gens qui veulent faire un Ironman, monter une boîte, relever un défi, un projet, je dis bravo, c'est génial. Surtout si ce projet-là, tu as compris que c'est vraiment le tien, celui qui enthousiasme. Mais attention, le plus important, c'est que tu vas t'éclater. Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que tu aimes faire du vélo? Est-ce que tu aimes t'entraîner en course à pied? Si oui, fais du triathlon. Sinon, si c'est juste pour mettre, j'ai fait un Ironman sur ton tableau des choses que tu as fait dans la vie et pour pouvoir, aux apéros, que les gens te disent waouh, tu as une médaille Ironman, c'est génial pour toi. J'ai dit attention, tu vas dans le mur, tu vas dégrader ton estime de soi, tu vas user ta santé, tu vas user ta famille, tu ne peux pas rigoler avec un Ironman. Quand tu C'est fais un la même chose avec entraînement, quand tu fais un entraînement d'Ironman, ça se passe comment les journées en fait, ou les semaines plutôt d'entraînement? Alors, grosso modo, moi, si tu veux, je m'entraîne 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Parce que comme j'ai 50 ans, j'essaie de me reposer 2 jours par semaine. Quand on est plus jeune, on peut se reposer qu'un seul jour, mais j'essaie de me reposer 2 jours par semaine. Donc, très souvent, c'est soit un entraînement très tôt le matin et un entraînement le midi ou en fin de journée. D'accord. Donc, souvent, je me réveille très tôt le matin, je vais faire un entraînement à jeun. Tout de suite, en me levant, je vais courir ou faire du vélo à jeun. En ce moment, avec le lac, je vais un peu nager aussi. Entre midi et 2, donc je vais refaire un autre entraînement souvent. Voilà. Et quand je n'ai pas pu le faire entre midi et 2, je vais le faire le soir. Ça se passe comme ça. J'essaie de mettre toujours mes séances, si tu veux, je les visualise. Le matin, je me lève, je visualise ma séance. En général, sur la semaine, évidemment, j'ai prévu mon entraînement et je sais les séances ce que j'ai. Donc, il y a des séances, je les ai déjà en tête. Je visualise ma séance et je cherche toujours comment je vais me faire plaisir dans cette séance. C'est la clé. Parce que si je veux être bien dans le moment présent,
c'est comment je vais me faire plaisir dans cette séance. À midi, j'ai fait une séance donc de course à pied avec les fameux éducatifs. Tu vois. Tu fais des foulées bondissantes, tu sais, tu sautes d'une pied, tu fais des grands pas, tu fais des petites foulées avec énormément de fréquence, tu fais des talons fesses, tu fais des genoux en l'air, tu vois ce que je veux dire, hein. Il y a un côté ludique, il y a un côté très difficile, parce que quand tu tapes des longueurs de 100, 150 mètres, tu sais, sur un stade comme ça, où tu fais avec les jambes en l'air en soutien, etc., putain, à la fin, tu arrives, tu es explosé, tu n'arrives plus à lever les genoux, etc. Ça peut être dur. Mais je me dis, où est-ce que je trouve mon plaisir? Donc, il y a des exercices que j'adore faire parce que c'est amusant et que j'aime ça. Bon, je suis là, je m'éclate. Et puis, il y a des objectifs, il y a des exercices où je vais le faire en me disant, ouais, mais c'est parce que c'est bon, ça va m'apporter, je me projette un peu dans l'avenir. Okay. Mais tu vois, en permanence, dans la séance, je suis en train de chercher où est-ce qu'est le plaisir. Du coup, la souffrance, je la sens, mais elle est diminuée. C'est ce qu'on fait en hypnose, c'est ce qu'on fait en prestidigitation, quoi. C'est-à-dire que les gens, on porte l'attention sur quelque chose et ce qui est négatif, on ne le voit pas, quoi. Ben, c'est exactement ça, la même logique. Et du coup, ben, tu vas avoir des gens qui vont te dire, quoi? Putain, il faut aller nager encore 3000 mètres en plein hiver, il fait froid, etc. Et puis, tu en as d'autres qui te disent, ouais, génial, on va faire cet exercice-là, putain, j'adore quand on fait ça, etc. Là. L'entraînement est le même, la perception n'est pas du tout la même. Mais c'est la même chose si je dois faire la compta, si je dois aller à plein de clients, si je dois, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai un truc à faire, c'est important de se dire, de se visualiser, de dire où est-ce que je trouve mon plaisir. Il y a des trucs, si tu ne trouves vraiment pas de plaisir, tu n'en es pas compétent. C'est mon cas sur la comptabilité, par exemple, en tant que chef d'entreprise. Très vite, je l'ai délégué. D'abord un expert comptable, mais après, même l'expert comptable, quand il me parlait, j'avais les yeux qui tournaient comme ça dans tous les sens. Et au quotidien, je devais gérer la comptabilité, je n'y arrivais pas. J'ai pris une assistante et j'ai dit, c'est bon, voilà. Moi, tu gères tout ça, c'est à toi. Parce que j'ai beau chercher, j'arrive pas, je trouve pas. Et là, il ne faut pas s'obstiner. Moi, j'adore la citation de Einstein, c'est comme celle de Lao Tzu qui dit fais de ta passion un métier, plus jamais tu travailleras. La citation d'Einstein que j'adore, qui est un moteur dans ma vie et dans mon concept de préparateur mental, c'est on est tous des génies, mais si tu mets un poisson au pied d'un arbre, il pensera toute sa vie que c'est un imbécile. Autrement dit, il faut travailler nos points forts. On revient sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est confiance en soi, amour de soi et conscience de soi. D'accord? Confiance en soi, amour de soi et conscience de soi. Il faut que je me connaisse pour savoir quels sont mes points forts. Putain, bordel, il faut que je travaille mes points forts. Ça sert à quoi un poisson d'essayer de s'obstiner à monter un arbre? Ça sert à quoi un mec comme moi, qui est dyslexique, nul en orthographe, mes notes en français et en philosophie au bac, au bac si tu le savais, c'est déplorable, d'accord? Si j'ai eu mon gap, c'est pas grâce à ça. J'étais nul. Mais tous mes profs se sont arrachés les cheveux. J'étais nul. Je me suis lancé dans le blogging sur Internet. Alors, attends, il n'y a pas de quoi mourir de rire. Écrire des articles toutes les semaines. Ah, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé pendant 3 semaines. Par contre, rapidement, j'ai vu que j'étais plus doué en vidéo, en expression orale, etc. Bah, rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des vidéos. Et là, bon, ça cartonnait. Tu vois. Donc, ça ne sert à rien de vouloir enfoncer les murs avec quand on n'a pas l'outil. Connaissez-vous, identifiez vos points forts. Si tu es un gros, plein de muscles, avec du poids, etc., petit, rablé, machin, putain, va pas faire du triathlon. Mais non, va faire de l'haltérophilie, va faire du rugby. Là, tu vas défoncer tout le monde, tu vas te régaler. Tu vois? Bon, si tu t'obstines à faire du triathlon, je veux bien, mais ça vaut le coup d'aller identifier quels sont nos moteurs là-dedans. Qu'est-ce que je cherche, quoi. Parce que vraiment, je vais gravir la montagne, alors je ne suis pas fait pour. Ouais, quel est le challenge en fait qu'on essaie d'avoir? Est-ce que c'est pour quelque chose d'extérieur, pour une reconnaissance, pour avoir un titre ou quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment soi pour aller se dépasser, pour aller faire des challenges personnels et pour grandir? Est-ce que toi, ça t'a fait grandir en fait de t'entraîner pour un Ironman? Qu'est-ce que ça t'a développé en fait? Ouais, évidemment, alors, toujours pareil, je vais te donner les deux parties de ma vie. Hein. Dans la première partie de ma vie, ben, évidemment, quand tu as une vingtaine d'années, enfin moi j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, hein, mais quand tu as, dans cette première partie de la vie, s'entraîner régulièrement, donc à l'époque c'était 20-25 heures, voire 30 heures par semaine, donc la régularité, l'autodiscipline,
bon, le sens de la souffrance, le sens de quelque chose qui, pour moi, se perd aujourd'hui, c'est que moi, je me suis toujours dit, quand tu veux quelque chose, c'est à toi d'aller le chercher. Il n'y a personne qui le fera pour toi. D'accord? Que ce soit, peu importe ce que tu veux, c'est à toi de te dire qu'est-ce que je fais pour mon projet, qu'est-ce que je fais pour aller le chercher, ce que je veux. Et ça, le triathlon, ça m'a apporté ça. C'est que je me suis dit, pour avoir ce que tu veux, bon, à l'époque, moi, je voulais être champion du monde, évidemment. Enfin, évidemment, non, il y a des gens que ça choque, d'accord? Mais bon, moi, j'avais juste l'ambition d'être champion du monde. C'était un rêve, d'accord? Est-ce qu'il est réaliste ou pas? On s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça m'a fait me lever tous les matins, ça m'a fait faire attention à mon alimentation, donc ça m'a construit, ça m'a fait grandir. Moi, depuis l'âge de 15 ans, je fais gaffe à mon alimentation, je me renseigne sur l'alimentation, etc. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, les gens ils me disent tu fais 35 ans, je me tire la bourre avec des mecs de 30 ans en triathlon. Je veux dire, bon, voilà quoi, c'est aussi l'alimentation. Et ça, c'est parce que je le fais depuis que je suis très jeune. Tu vois. Donc tout ça, évidemment, ça m'a construit en tant que très jeune. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tout rejeter. C'est-à-dire qu'il y a des côtés positifs qui te construisent, et puis il y a des côtés qui m'ont coûté cher. Parce que ça a développé mon ego, ça a surdéveloppé mon ego, mes exigences, etc. Moi, je suis arrivé dans la vie comme le mec que je te décrivais tout à l'heure, le mec qui se met à l'alpinisme et dit moi, je veux faire l'Everest. Moi, je rentrais dans mon premier métier, j'ai dit bon, c'est bon, moi, les gars, je veux être directeur international des décathlons dans 2 ans, quoi. Et les mecs, ils se sont marrés. Et au début, je me suis pris des portes. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu te prends d'autant plus des portes que si tu n'acceptes pas que la vie, elle va te mettre des épreuves et que ça ne va pas avancer de manière fluide comme ça. Tu vois. Et ça m'a construit aussi. D'accord. Donc, évidemment, le sport nous construit physiquement, on sait tous. Mentalement, on sait à peu près tous que ça nous développe l'autodiscipline. Donc, cette régularité pour faire des choses, le sens de l'effort, de la souffrance, de soutenir que des fois c'est dur, mais il faut continuer encore, etc. Et puis tout un tas de choses annexes, de dire, savoir se connaître. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui connaissent bien leur corps, parce que justement, ils ont conscience que le sport, c'est apprendre à écouter ses sensations, ce sont des informations, qu'est-ce qu'elles me disent, qu'est-ce que j'en fais. Et on arrive à faire la bascule après avec les émotions, qui sont hyper précieuses, et qu'aujourd'hui, dans notre société, on apprend à ne plus écouter. C'est hyper important que tu parles de ça. Vas-y, continue, finis. Oui, je sais que tu es sensible, donc c'est pour ça que je te tends la main. Mais, et après, tu as d'autres sportifs qui basculent dans l'inverse, de dire, pour souffrir, il faut que je me coupe de mes sensations. Et à mon avis, ils font une erreur, et d'ailleurs, c'est souvent des sportifs qui plafonnent. Et on retrouve ça dans le monde aujourd'hui réel de l'entreprise, de la famille, d'accord? Des gens qui mènent une entreprise ou un service, des collaborateurs qui managent, ou une famille, en se coupant de leurs propres émotions. C'est juste pas possible, quoi. Je prends qu'un exemple en communication, qu'elle soit dans le management ou dans la famille. Si je veux collaborer avec l'autre, coopérer avec l'autre, bah, il faut que ce soit un échange d'informations équitable. Si j'ai une information, je te la donne, et si tu as une information, tu me la donnes. Mais si mon information interne, de mon émotion, quand tu me parles, quand tu me fais ceci ou cela, je ne te la donne pas, bah, je ne communique pas avec toi. Il n'y a pas communiquer, c'est réussir ensemble, gagner ensemble. On ne peut pas gagner ensemble si tu as une information que tu ne me donnes pas. Si ton information interne, j'en ai besoin. Et mon information interne, tu en as besoin. Si quand tu me dis oui, ça me fait plaisir, et si quand tu me dis non, ça me frustre, il faut que tu le saches. Je n'ai pas à t'imposer, mais au moins que tu le saches. C'est ça la communication. Donc, pour prendre un exemple, aujourd'hui, on se coupe de nos émotions. Ça, c'est un peu le danger du sportif de haut niveau, c'est ça. Et un peu le danger de notre société, c'est ça. Je te laisse rebondir sur les émotions, Xavier. Ouais. Et à travers, en fait, parce qu'il y a la partie où tu t'es entraîné en faisant du triathlon, peut-être en étant plus dans le faire et avoir, et peut-être, et là je ne sais pas, je fais que des suppositions, être coupé de tes émotions, peut-être, ou pas être à la même écoute. Et maintenant, en étant plus à l'écoute de tes émotions, est-ce que à travers le dépassement de soi, tu es déjà allé chercher loin à l'intérieur de toi, tu vois, genre des blocages pour aller, tu vois, débloquer des choses intérieurement, des fantômes intérieurs, je dirais, à travers le dépassement de soi. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison de le souligner. De toute façon, ça n'est que
par une meilleure communication avec soi qu'on va arriver à un meilleur dépassement de soi. D'abord parce qu'il sera plus juste, comme je disais tout à l'heure, le dépassement de soi qui est juste un cran au-dessus, il permet de me construire. Celui qui est Ouais, 10 étages au-dessus, juste par ego, etc., il me détruit. Okay. bien sûr. Après, très clairement, on va avoir des blocages profonds dont on n'a pas conscience, qui vont déclencher chez nous des trucs, alors c'est terrible, c'est des processus d'auto-sabotage. C'est-à-dire que volontairement, bah, évidemment, je veux réussir, mais volontairement, je me mets une balle dans le pied à chaque fois que je vais passer la ligne d'arrivée. D'accord. Et ça, très clairement, on le voit tous les jours dans la vie quotidienne. Bah, des gens qui veulent être heureux en amour, mais quand tu les regardes dans la relation de couple, on dirait qu'ils font esprit de te gâcher quand tout va bien. Quoi. Okay. Des gens qui veulent réussir professionnellement, c'est sûr, mais vont toujours faire une connerie au moment important, une connerie où après ils se disent mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est des processus d'auto-sabotage, un peu ce qu'on appelle nos zones aveugles, qu'on ne voit pas tant qu'on ne s'écoute pas. Sauf qu'on est dans une espèce de mécanisme vicieux, c'est-à-dire qu'à un moment, pour réussir, on s'est coupé de nos émotions en disant attends, là, il faut que je manage, je vais devoir licencier des mecs, je vais devoir sanctionner des mecs, c'est à l'encontre de ce que je pensais, mais mon patron, il m'a dit de le faire, alors je le fais, etc. Bon, bah écoute, pour y arriver, je me coupe de mes émotions, hein, c'est un peu fermez votre gueule et puis faites ce qu'on dit, ok. Sauf que, bah, en faisant ça, je vais déclencher à des moments des processus d'auto-sabotage qui vont faire que je plafonne. J'arrive plus à passer au niveau supérieur. Je n'y arrive plus. Parce que pour passer au niveau supérieur, il faudrait que je développe un potentiel, que mes processus d'auto-sabotage vont toujours faire que, pouf, je vais mettre une balle dans le pied. Alors, les processus d'auto-sabotage, il y en a des plétoires, on ne va pas tous les dire ici, mais très clairement, on ne peut dézinguer ces fameux processus qui nous donnent l'impression de ne pas arriver, ma boîte, je l'ai lancée, mais elle plafonne, je n'arrive pas à dépasser le niveau, il y a des choses que je n'arrive pas à franchir, aller voir des clients, me lancer sur Internet ou d'autres choses, etc., aller faire un gros crédit à la banque, j'y arrive pas, et ça parce que j'ai un processus de blocage. Si j'ai eu l'habitude de le mettre tout le temps sous le tapis, je ne vais pas arriver à le faire sauter. Si au contraire, j'écoute mes émotions, donc par exemple, quand on est sportif de haut niveau, on pratique énormément une forme de méditation. Alors, certains, c'est la méditation pur jus, d'autres, c'est d'autres formes, d'accord. Mais on les pratique, ce qui nous permet de nous reconnecter à soi. Et après, quand on va être en course, pour parler de la course à pied par exemple, ou de la natation, je peux identifier précisément comment est mon corps dans l'espace. Je peux identifier précisément quelle est la douleur que je ressens, à quel endroit et pourquoi, et qu'est-ce que je peux modifier dans ma posture qui va modifier cette douleur, ou ce ressenti de la douleur. Et ça, d'un coup, ben, ça me donne une force énorme. Mais surtout, je ne vais plus avoir ces mécanismes d'auto-sabotage qui vont faire que, à un moment, je vais faire la connerie. En sport, je t'en cite une qui est vraiment un standard. C'est le type il se sent super bien et il ne s'alimente pas. Sur de l'endurance, c'est terrible. Il y a un moment où on se sent tellement bien qu'on ne sent plus la nécessité de s'alimenter, de boire, c'est bon. On a une espèce d'euphorie. 5 km plus loin, en tout cas, avant la ligne d'arrivée, j'ai travaillé ça à l'entraînement, il faut que je boive régulièrement toutes les 5 minutes. J'ai mis un beeper en place, machin, et pendant la course, ben, je n'ai pas écouté le beeper. Tu vois, on a mis en place des stratégies, on ne le fait pas quand même. Oui. On se dit, mais ce n'est pas possible. Parce que il y a une sphère dans notre univers qui s'appelle les émotions. Si on ne les écoute pas, eh ben, il y a un moment où paf, il y a un mécanisme qui se met en place d'auto-sabotage. Et donc, tu disais, là, tu parlais de nutrition et tout ça, et dans l'entraînement, enfin, c'est plus dans la compétition là, que tu parlais de boire, de s'hydrater toutes les 5 minutes. Hein, c'est quand tu es dans l'extrême, en fait. Non, non, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Il faut savoir que l'hydratation, c'est le premier facteur limitant dans la performance. C'est-à-dire que si tu te déshydrates de 1%, tu perds 10% de ta puissance. 2%, 20%. D'accord. Grosso modo, c'est ça. 20%, c'est énorme. D'accord. En vélo, on mesure les watts, mais si tu veux, en course à pied aussi, ça va être tout de suite, tu te sens arrêté, tu sens que ça ne va pas, etc. Et 1% de déshydratation, c'est rien du tout. D'accord. Parce que si tu fais 80 kg comme moi, c'est 800 millilitres. 800 millilitres, quand il fait chaud, que tu transpires, etc., tu les perds très vite. Si tu ne te réhydrates pas, c'est trop tard. On dit, si tu bois quand tu as soif, c'est trop tard. Donc la clé, c'est de boire régulièrement. Grosso modo, il faut se dire, à température tempérée, aux alentours de 20 degrés, il faut boire 500 millilitres à l'heure. D'accord. Un demi-litre à l'heure. À température élevée, c'est 750 millilitres à l'heure. Si tu ne bois pas ça, tu vas te déshydrater petit à petit.
Et tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce que tu t'es pas entraîné, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez fort, pas assez endurant, parce que machin, parce que tu es en déshydratation. Ça fait à peu près la même chose qu'une hypoglycémie, quoi. C'est d'un coup, je ne peux plus appuyer sur les pédales, je ne peux plus courir, je suis fatigué. Donc, première chose, c'est l'hydratation. Et ça, si tu veux, le fait de boire régulièrement, il ne faut pas se tromper, il faut le faire évidemment le jour de la compétition, mais si tu ne le fais pas à l'entraînement, tu ne le feras pas le jour de la course. C'est toujours la même stratégie. Au tennis, tu ne vas pas gagner la finale de Wimbledon parce qu'un jour, tu vas sortir un super coup de machin. Le super coup qu'on les voit faire à la télé, là, entre les jambes en courant derrière, ou un super snatch, si tu l'as pas, tu t'es pas entraîné en compétition à le faire, tu ne le feras pas le jour de la compétition. C'est clair. C'est pareil pour l'hydratation. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que les gens, même en sport, n'ont pas cette notion, en fait, et c'est bien que tu aies donné en fait, cette notion d'hydratation à l'heure, parce qu'en fait, c'est une notion mais que j'ai jamais entendue, moi, auparavant, les 500 millilitres à l'heure, et c'est un super indicateur, en fait, pour te dire, ah ben, Ouais, juste, parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter une petite gourde, même molle, quand tu vas courir, etc. Tu as entraîné à boire régulièrement, parce que souvent, les gens disent, ah ouais, je cours, mais putain, au bout de 30 minutes, ça devient souffrance. Ah, ça, il faut qu'on parle de la souffrance. Il faut qu'on en parle. Ça devient souffrance, c'est dur, etc. Ben, souvent, c'est pas parce que vous êtes nul, fatigué, pas entraîné. C'est juste que vous êtes déshydraté, quoi. Parce que vous avez bossé toute la journée, vous n'avez pas bu un pec, ou éventuellement, vous avez pris un café qui vous déshydrate encore plus. Hein. Le café, c'est diurétique. Tu vas courir, putain, au bout de 15 minutes, c'est dur, après c'est facile. Ben non, là, c'est dur. Ouais. Mais bon, tu cours en plus entre midi et deux, il fait chaud, c'est un facteur. Donc, après, il y a un autre truc qui est important, c'est ça. Parce que dans nos affaires du sport, où il faut souffrir. D'accord. Les gens, s'ils ne souffrent pas, ils ont l'impression que ça ne paye pas. Si le lendemain, ils n'ont pas des courbatures, ils ont l'impression que là, ça ne servit à rien. Et ça, j'aimerais passer un message en disant, s'il vous plaît, arrêtez, c'est une énorme connerie. Énorme connerie. D'accord. Si vous voulez battre les records du monde, être aux Jeux Olympiques, souffrir en faisant du sport, d'accord. Là, vous voulez être performant. Mais si vous voulez faire du sport pour votre santé, vous arrêtez à la souffrance. Le sport, ça doit être que du plaisir. Bien sûr. Donc, s'il faut courir à 2 à l'heure en trottinant comme ça, mais courez à 2 à l'heure, que diable. Si vous vous achetez les super baskets et la super tenue parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Mais n'allez pas dans la souffrance comme ça. En disant, oh là, mais il faut que je souffre. Non, c'est une connerie. Parce que si vous souffrez, votre mental, il est intelligent. D'accord. Xavier, imagine que chaque fois qu'on se voit, je te mets une grande baffe dans ta gueule. Chaque fois qu'on se voit. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis sûr que la 4e fois, tu vas commencer à trouver des excuses pour que, ben, je suis désolé, Nico, on ne peut pas se voir. On est d'accord. Il y a des chances. T'es un garçon intelligent. Ben, notre corps, c'est pareil. Si chaque fois que je vais faire du sport, c'est une grande souffrance pour moi, ben, on va commencer à se trouver des excuses, des bonnes raisons, du retard, je repousse à plus tard. Nanana. Ah oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Nanana. OK. Non. Pour faire du sport en pleine santé, faites du sport jusqu'au plaisir. Sport en pleine santé, je fais du sport, je m'arrête à la douleur. Sport performance, je fais du sport jusqu'à la douleur et je repousse la douleur. C'est mon job. OK, mais je suis payé pour ça, je vais être champion du monde, machin, etc. Mais si ce n'est pas le cas, faites du sport jusqu'à la souffrance. Vous arrêtez, vous restez dans le plaisir et vous allez voir, vous allez progresser 10 fois plus vite, 10 fois mieux et avec plaisir. Moi, je suis entre les deux, en fait. Tu l'as celui-là dans ton. Oui, c'est celui qui est dans le sport santé, mais qui se croit dans le sport performance. Qui se croit. Ouais. Oui, parce que pour moi, dans le sport santé, il y a un peu de phase. Il y a le sport santé, je me remets. Hein, quand je faisais 100 kilos, machin, je me remets en santé. D'accord. Bon. Donc là, c'est vraiment que du sport santé, on est bien d'accord. Mais très rapidement, tu vas avoir quelque chose de simple pour développer l'estime de soi qui te dit il faut que je me challenge un peu, il faut que je m'améliore. Et c'est là qu'il faut que tu fasses attention de ne pas basculer dans le sport performance. Tu peux t'améliorer par petit pas par petit pas. Ouais, clairement. C'est du sport santé de dire j'ai couru mon 10 km en 45 minutes. Ah ben là, j'aimerais le courir en 44, bien sûr.
Et puis, c'est hyper intelligent de te dire par quel moyen je peux arriver à ça. Tiens, l'hydratation, c'est un bon moyen. Et ma foulée, si je peux le travailler, mon truc, etc. Donc là, ça développe une gymnastique mentale, une vivacité d'esprit qui est hyper bonne pour notre mental et notre corps. Corps et esprit, on est complètement dedans, tu vois. Donc tu es bien dans du sport santé. Tu n'es pas dans du sport performance. Okay. Même si tu vas améliorer ton meilleur score sur la course, tu veux t'inscrire à une compétition, mais bien sûr, c'est du sport santé. Mais attends, mais c'est génial de s'inscrire à une compétition. Il y a de la musique partout, il y a plein de gens qui courent, on te met des ravitaillements. Il faut s'inscrire à des compétitions, bien sûr, mais tu ne veux pas être aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas ton métier, ta vie n'en dépend pas. Tu veux simplement t'améliorer par rapport à ce que tu avais fait. Très bien. Ouais, c'est ça, mais j'aime bien dans la sensation, le dépassement de soi et de sentir, tu vois, que je suis allé jusqu'à une limite supérieure sans aller dans… en fait, je me respecte, je me connais, donc je ne vais pas à une limite non supportable, mais j'aime bien aller dans quelque chose qui me challenge, en fait, et de finir un entraînement, de me dire, ah waouh, là, je me suis bien challengé, mais en respectant mon corps et sans aller dans une limite où je vais me faire mal, tu vois. Tu as raison, parce que j'ai parlé un peu trop rapidement de deux notions qui sont hyper importantes. C'est la notion de douleur et la notion de souffrance. Ce n'est pas la même chose. Quand on est en sport santé, on va jusqu'à la douleur. D'accord. Et en fait, il y a un moment quand on est en forme, première phase de vraiment, je ne suis pas bien, je m'arrête à la douleur. C'est bon, ça va, je m'arrête à la douleur. Petit à petit, chemin faisant, je vais apprendre à apprivoiser cette douleur. Et quand on est un peu en forme, d'accord, oui, il y a ce moment où on a apprivoisé la douleur, on aime jouer avec. On sent qu'on est dans une forme de douleur, mais putain, qu'il joue ici parce qu'on va vite, on est bien, on dépasse les autres, on a les cheveux au vent, etc. Non, là, tu es dans la douleur, tu n'es pas dans la souffrance. Tu es d'accord avec moi? Tu es dans la douleur, tu n'es pas dans la souffrance. C'est ça la différence. La souffrance, non, elle a proscrire. La douleur que je maîtrise, que je suis bien, etc., vas-y, c'est bien, mais pas dans la souffrance. Et le meilleur moyen de savoir qu'on se protège de ça, c'est de se dire, j'y vais toujours de manière progressive. C'est-à-dire que si d'un coup, maintenant, tu es à l'aise à courir ton 10 km et tu sens bien que tu vas vite et tu es dans cette douleur où tu surfes avec, etc., c'est génial. Mais tu ne te lances pas d'un coup sur un 21 km où tu doubles la distance en disant je vais courir pareil et là tu vas le finir dans la douleur, quoi. Non, ça non. Donc on reste dans une logique de progressivité, donc de dépassement de soi, mais pas de surestime de soi. Ou d'un coup je me lance un challenge complètement fou. Moi j'ai des gens qui me disent, hier j'ai un mec qui me dit Nicolas, je me suis remis au vélo en janvier et je vais faire, j'aimerais me préparer pour faire une course de 250 km avec 5000 mètres de dénivelé. Autrement dit, grosso modo, avec 5 cols. Et en plus, le mec, il fait 1m80, 90 kg. Donc, clairement, il a au moins 10-15 kg de trop, tu vois. J'ai dit, oh putain, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand on se lance un challenge, il faut que tu mettes en face les moyens. D'accord? Si tu veux être dans le flow, dans quelque chose qui soit fluide, équilibré, il faut que chaque fois que tu te mettes un défi, qu'il soit là ou qu'il soit là, on s'en fout. Mais qu'en face, tu dis, si mon défi est là, je mets des ressources qui sont en face. Si je me mets un défi là, les ressources sont en face. Okay. Donc là, je lui ai dit clairement, OK, ton défi, aujourd'hui, voilà ce qu'il te demande, tu te mets là. Ben, voilà ce qu'il te demande comme ressources, en temps, en argent, en sacrifice, etc. Machin. Est-ce que tu peux le faire? Ben, évidemment que non. Parce que le mec, il aurait fallu quasiment qu'il s'entraîne 40 heures par semaine, que machin, etc. Voilà. Tu peux pas. Donc, si ce n'est pas réaliste, tu baisses ton niveau de ressources à un niveau qui est acceptable pour toi, parce qu'aujourd'hui, tu n'as ni les moyens en temps, ni en argent, etc. Donc, c'est là. Et du coup, tu te mets un défi là. Et d'un coup, quand il a mis son défi là, il dit, ah ouais, d'accord. Bon, ben ça, ouais, ça me challenge. OK, c'est la première étape. Puis quand on a fait cette étape-là, ben, on revient et on reparle d'un nouveau défi, tu vois. Donc, cette notion-là de défi mis au niveau de ses ressources, elle est fondamentale pour préserver l'estime de soi. Oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, dans le sport, souvent, comme tu dis, si on ne se connaît pas ou si on est dans une surestime de soi, on ne va pas savoir bien jauger en fait où on est et jusqu'où on peut aller. Et c'est intéressant ce que tu dis d'arriver à savoir quel challenge on va pouvoir se fixer par rapport
aux ressources qu'on a. Et par rapport à soi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le sport, c'est que le sport, il peut te donner des mesures assez objectives de là où tu en es. C'est-à-dire qu'en course à pied, tu dis, voilà, je vais courir avec aisance et je vais voir pendant combien de temps je suis capable de courir avec aisance. Bon, je cours, tac, 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 soit on mesure en minutes, soit on mesure en kilomètres, on s'en fout. Hein, ben, pendant 5 kilomètres, c'est avec aisance. Ah, bah, je l'ai couru à quelle vitesse? À 10 km/h. Bon, eh bien, aujourd'hui, j'en suis à 5 km à 10 km/h. Ça, pour moi, je suis dans la fluidité, je suis dans l'aisance. Génial. Ben, je peux me challenger, je peux me dire maintenant, je vais m'entraîner pour courir 6 km à 5 km/h ou de courir 5 km un peu plus vite. Ah, d'accord? C'est mon challenge. Là, c'est cohérent, tu vois, je suis juste un cran au-dessus et j'ai bien identifié de là où j'en étais. Mais si je ne sais pas comment courir, je ne sais pas ce que je veux, je dis, bah, allez, je me lance, je vais courir un marathon. Ça paraît ridicule quand je dis ça, mais dans la vie, si tu savais le nombre de gens que je vois qui font ça, ils ne sont pas préparés à être chef d'entreprise, ils se disent, je me lance dans une entreprise. Ok, d'accord. Ils se lancent dans un truc, ils ne savent pas, machin. Attends, prépare-toi, et puis tu verras bien. Ouais. J'ai coaché il y a 2-3 mois un mec qui me dit, moi je veux faire The Voice. Tu sais, le truc de chanson. Chanteur aussi? Hein? Les chanteurs aussi? Il est chanteur, ouais. Toi, tu es chanteur aussi tu dis l'accompagner ou le coacher? Non, mais en prépa mentale, après moi, si tu Prépa veux, mentale, ouais. Okay. Il travaille avec un prof de chant. Ouais. Et son prof de chant lui a dit que pour lui, ça lui paraissait pas jouable, pas ceci, cela. Et il y a 2-3 profs de chant qui l'ont machin. Il a dit, bon, les mecs, ils croient pas en moi, etc. Et il y en a un prof avec qui j'ai l'habitude de travailler qui a dit, écoute, va voir Nicolas Elzar, etc. Machin. Donc, le mec, il chante correctement, tu vois, bon, un peu mieux qu'un mec qui chante sous sa baignoire, etc. Mais moi, c'est OK. Mais si tu veux, le type, il dit, bon, je prends des cours de chant une fois par semaine et je vais faire The Voice. Ah oui. Un talent fou, machin, etc. C'est pas ton cas et c'est pas grave. Il y a aussi des gens pas talentueux, mais il faut que tu mettes en avant. Et puis, avant de te lancer pour première étape, c'est The Voice. Putain, lance-toi de dire je vais me faire embaucher par le bar du coin et voir si, comme je chante, ça plaît. Puis après, peut-être dans un groupe. Et puis après, faire des concerts. Et puis après, voilà, tu vois, je vais passer les différentes étapes. Donc à chaque fois, je suis là où je suis. Et puis je me dis, tiens, c'est quoi le cran dessus? Et là, c'est du dépassement de soi qui est sain. Sinon, on est dans cette course en avant de toujours plus et de surestime qui nous entraîne dans une forme de panique intérieure qui va nous faire soit nous disperser dans tous les sens, soit nous bloquer complètement, d'accord? C'est le propre de la panique et qui fait que, en fait, on n'avance pas. Et ça détériore l'estime de soi. Parce que c'est tout, tu sais, les bonnes résolutions du 1er janvier qu'on se dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire là, et au bout de 2-3 semaines, on arrête. Pourquoi? Parce qu'on part là-haut, bam, allez, je vais perdre 10 kilos, allez, je vais gagner 200 000 euros. Oh! Combien tu as fait cette année? 0, je commence. Bon, alors, tu sais quoi, ton premier challenge, c'est de gagner 1000 balles. Ça sera pas mal. Fais rentrer un peu des sous. On va voir. Une fois que tu auras gagné 1000 balles, tu auras parcouru un chemin, tu peux en tirer des apprentissages, des leçons, et là, tu définiras un nouveau défi. Okay? Tu as le droit de te définir un rêve. Un rêve, c'est quelque chose qui m'inspire, mais je ne sais pas si je vais l'atteindre ou pas, je me mets zéro pression. Dans quelques années, voilà. C'est le truc. Comme quoi, moi, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était champion du monde. C'est réaliste ou pas, peu importe, ça m'a construit en attendant. Okay, mais il fallait. Le premier truc, c'est de se dire maintenant, mon objectif, ok, ça donne une direction. Je veux être champion du monde de triathlon. C'est pas de belote. C'est pas, tu vois, c'est pas je veux faire des programmes informatiques. C'est champion du monde de triathlon. Donc ça donne une direction qui m'inspire. D'accord, c'est bien. Maintenant, la première étape, c'est quoi? Mon premier défi, c'est quoi? Donc le gars, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je dis, tu veux faire The Voice, ça t'inspire quand tu regardes The Voice, ça te donne envie de te dépasser, de chanter. C'est génial. Maintenant, ta première étape, c'est quoi? Moi, je te donne un premier challenge, mec. Tu te fais embaucher dans un bar pour faire une soirée musicale où tu chantes des trucs. Ah, mais attends, j'ai que 10 chansons à mon répertoire. Ah, mais il en faudrait combien? Eh bien, il en faudrait au moins une trentaine. J'ai dit, voilà, ta première étape, c'est de faire 20 chansons de plus. Et des chansons bien travaillées, correctes, que tu vas travailler avec tes profs de chant, etc. Et après, tu vas voir un bar avec une maquette. Donc, tu te fais une maquette. Étape numéro 2, tu te fais une maquette. Et tu vas après, étape numéro 3, tu vas dans tous les bars et qui t'embauchent. Ah ouais, là, je ne l'avais pas vu comme ça. Tu vois? Et si le mec,
on découpe comme ça, on peut célébrer chaque victoire, chaque étape. D'accord? Première étape, il a fait ses 10 premières chansons avec ses profs, il était content de lui. Je peux te dire, bah ok, ça a duré 3 mois, mais il était fier de lui, on a célébré. Estime de soi, confiance en soi qui grandit. Donc, il est prêt pour passer la deuxième étape. Ouais. Les 10 autres chansons, il les en fait en 2 temps, 3 mouvements. C'est bon. Et là, il est en train de faire sa maquette. Quand il va avoir fini sa maquette, il aura confiance. Il a appris plein de choses. Et puis, tu vois, comme par hasard, le niveau d'exigence, il redevient quelque chose de plus posé, plus réaliste, etc. Machin. Et on est plus dans le plaisir du moment présent et pas dans une espèce de fantasme, d'illusion de je ne serai heureux que quand je me vois sur les rampes de The Voice. Oui, et il y serait allé, il se serait fait recaler direct, il aurait peut-être pu chanter de sa vie parce qu'il aurait été dégoûté. Probablement. Comme le mec qui se met à la course à pied, qui dit je vais courir le marathon de Ouais. Paris, il abandonne au 18e kilomètre, farci de crampes, de machin, etc. Il se dit bon, j'arrête la course à pied. Oui, Non, bien sûr. dommage. Passe à côté de quelque chose. Tu aurais pu découvrir la course à pied, c'est quelque chose de fabuleux, mais on y va de manière progressive. Ouais, exactement. Et même Et quelqu'un qui peut arriver au résultat, genre, comme tu dis, un marathon, il s'entraîne en 2 mois, il fait le marathon, mais il va être tellement peut-être dans la souffrance de le faire qu'en fait, il continuera pas. Il n'aura pas cette envie d'avoir de nouveaux challenges avec la course à pied. Donc, aller trop tôt, ce que tu es en train de dire, aller trop tôt dans des challenges qui sont au-delà des ressources que l'on a, peut être destructeur en fait. tout à fait. Alors, le problème, c'est que quand tu es jeune, où tu as beaucoup d'ego et des grosses capacités physiques, tu peux réussir ces sur-challenges. D'accord? Ou quand tu as un gros coup de cul. Tu peux le réussir. Tu te fais un challenge énorme et tu souffres, mais tu l'as réussi. Tu peux l'épingler sur ton tableau. Tu peux dire, moi, ça, je l'ai fait. Et après, je passe à autre chose, je dégage, c'est autre chose. Mais ça fait des gens qui, après, sont très imbus d'eux-mêmes, d'accord, très insatisfaits de tout parce qu'ils ont déjà eu des tas de choses en étant pensant trop facile, c'est-à-dire je n'ai pas fait tout l'entraînement, je l'ai fait sur mes capacités, etc. Ça a été facile. Et puis, ben, tôt ou tard, hein, un jour, ils vont se planter. Et là, c'est très dur parce qu'en fait, quand on se plante, hein, le chemin du succès est pavé d'erreurs et d'échecs. Donc, notre capacité à développer notre capacité d'apprentissage, c'est-à-dire que quand je me plante, je vais en tirer les vraies leçons. Pour ça, il faut que j'ai suffisamment d'estime de moi pour être humble, pour regarder, ben voilà, mon échec, il est là. Qu'est-ce qui dépend que de moi dans cet échec? Je ne vais pas accuser les autres, ça ne me fera pas progresser, ni machin, l'univers, l'arbitre, etc. Moi, qu'est-ce qui me regarde? Du coup, j'en tire des apprentissages, je mets en place un plan d'entraînement et je recommence. Ça, c'est ce qui nous permet de progresser. Ça exclut le coup de chance ou le mec qui a des capacités extraordinaires. Mais ça, je peux l'avoir que si mon estime, elle est bien solide, elle est bien forgée. Si j'ai une surestime parce que j'ai eu du cul, que j'avais des capacités, et que je réussissais des choses que je peux épingler sur mon tableau, mais sans avoir fait tout le parcours, non seulement je passe à côté de tas de vraies belles expériences, mais en plus, Ouais. je vais avoir un biais d'estime de soi, d'accord, donc de la surestime. Dans ce que tu dis, moi je le traduirais par faire du sport en conscience ou atteindre des objectifs pro ou quoi en conscience, en étant vraiment conscient de qui on est, de ce qu'on peut faire, des capacités qu'on a et se challenger à la juste mesure de ce que l'on peut faire. Tout à fait, ouais. Ouais. Et donc, si tu avais la possibilité de revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Magnifique question. Écoute, spontanément, j'ai envie de te dire rien finalement. Parce qu'il y a 10 ans, j'avais 40 ans. Il m'arrivait quelques bonnes galères, mais finalement, elles m'ont construite. Aujourd'hui, je me sens pleinement heureux dans ce que je suis. Donc, si j'en suis là, c'est que il y a eu les bons moments, les victoires, mais il y a aussi les échecs, les conneries. Et j'en ai fait. Oh là là, mon Dieu que j'en ai fait. Mais aujourd'hui, je suis vraiment pleinement heureux, équilibré dans ma vie professionnelle, passion, familiale. Donc, si j'en suis là, c'est que j'ai dû profiter de tout ce qu'il y a. Donc, finalement, je ne change rien. Ouais. Imagine-toi que tu peux parler à ce Nicolas d'il y a 10 ans, donc il peut être en fait en train de nous regarder là. Qu'est-ce que tu lui passerais comme message là? Aime-toi et fais-toi confiance.
Hmm. Et une dernière question. Donc, si tu devais résumer euh, ta vie en 5 mots, qu'est-ce que ça serait? Amour, famille, santé, mais je préfère la pêche, tu vois. Ben, Hmm. santé au sens médical du terme, tu vois, mettre la priorité, mais dans le sens, pas pour être juste en santé, quoi. Avoir la santé pour avoir une pêche, une patate d'enfer. Ouais. Donc la pêche, ok. Hmm. Ah, j'ai dit amour, famille, santé. Disons sport, parce que évidemment, j'aime pas que le triathlon, mais Ouais. c'est. Et honneur ou intégrité, comme chacun verra son mot, mais voilà. Quitte à faire les choses, je veux les faire avec honneur. J'aime beaucoup une image que m'a donnée un jour un de mes formateurs, enfin, moi, une espèce de métaphore, mais c'était pas tout à fait ça, mais en tout cas, moi, voilà, je l'ai mis comme ça dans ma vie. Chaque jour, j'agis comme si j'avais des caméras de télé qui me suivaient en permanence. Non pas que je suis épris de la télé-réalité, mais je me dis, tu vois, chaque fois que je me dis quelque chose, que je fais quelque chose, je me dis, si le monde entier te regardait, est-ce que tu le ferais ça? Tu Hmm. vois, pour certaines choses que des fois on s'arrange avec soi-même, en machin, etc. Tu vois, voilà. J'essaie toujours de faire les choses avec le plus de dignité et d'honneur possible. Pour moi, gagner dans la vie, c'est important, mais gagner avec honneur. Si c'est gagner en trichant, gagner aux dépens des autres, etc., ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, j'aurais pu te mettre le partage, la générosité, mais bon, voilà. Allez, les cinq sont là. Merci pour ce partage, Nicolas. C'était très, très riche, hein. Donc, on va se laisser sur ces derniers mots. Où c'est que les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu as un mode de Alors, communication préféré? ils peuvent me trouver facilement sur mon blog sur le cyclisme. Après, s'ils veulent d'autres choses, on peut communiquer, mais c'est là où ils me trouveront facilement. Donc, le blog s'appelle La meilleure cyclosportive de votre vie. C'est tellement à rallonge qu'on est obligé de le répéter, mais après on s'en souvient. La meilleure cyclosportive de votre vie, d'accord. Sinon, vous tapez Nicolas Elzéar vélo sur Internet, vous allez tomber sur moi, des vidéos de moi, etc., sans problème. Voilà, vous pouvez taper aussi Nicolas Elzéar sur Facebook, je pense que vous pouvez me trouver. Et puis après, on échangera avec plaisir. Voilà, j'aime assez échanger. Tu organises toujours ces week-ends immersifs. Oui, ouais, ouais. Je les ai un peu plus espacés. Mais voilà, le but, c'est de faire des week-ends avec des thèmes sur le mental. Donc, il y a l'estime de soi, il y a la motivation, la concentration, évidemment la gestion des émotions, évidemment la gestion de l'énergie mentale. D'accord. Quand on manque d'énergie mentale, c'est très difficile d'avoir de l'autodiscipline, d'être concentré, donc de pouvoir réussir, d'être créatif, etc. C'est quelque chose qu'on néglige un petit peu. Donc, chaque week-end est attribué à une de ces qualités mentales qui nous est indispensable. Et en général, je mets les gens, je les confronte à quelque chose qui les met, comme ce que tu as fait toi, en immersion dans l'eau froide. Bah, ça nous confronter à quelque chose, de dire voilà, j'ai un défi à relever, qu'est-ce qui se passe, comment je dois gérer ça pour arriver à le relever, quelles sont les ressources mentales que je dois mobiliser pour relever ce défi-là. Et en général, elles sont liées à celles qu'on va travailler. Et je trouve ça intéressant parce que souvent les gens ont une vision de la préparation mentale comme un peu, soit quelque chose d'un peu abstrait, farfelu, voire ésotérique, tu vois. Et c'est dommage parce il faut avoir une dose quand même d'ouverture, de spiritualité, d'éveil mental. Mais en tout cas, tel que je la pratique moi, la préparation mentale pour moi, c'est vraiment des entraînements. On identifie quels sont vos axes de progrès prioritaires, quels sont les entraînements mentaux qu'on va mettre en place pour que vous renforciez votre mental. Et donc après, ben, vous pouvez relever des défis, vous dépasser, relever des choses, construire des choses dans votre vie. Mais c'est tout à fait concret, matériel, etc. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu la présenter. Ok, ben, c'est excellent. Je mettrai les liens à côté de la vidéo, comme ça les gens pourront te contacter s'ils le souhaitent. Super, merci Xavier, avec plaisir. Ouais, bonne journée.